Merci beaucoup Virginie d'être parmi nous aujourd'hui. En tout cas, on est absolument ravis de vous recevoir ici sur Kangourou. Vous êtes la première sourde profonde de naissance à avoir eu le diplôme d'avocat en France. Vous êtes conférencière internationale aussi, animatrice à la télévision, autrice de 2 best-sellers dont celui-ci, vous me l'avez apporté. Vous êtes venue avec, regardez-moi ça. Ça s'appelle Kiffe, ton handicap, qui vient de sortir là il y a seulement quelques jours. Ta différence et ton histoire faisant ton pouvoir. On va en parler justement dans cet épisode avec vous. Vous incarnez aussi, Virginie, l'art de transformer les obstacles en tremplin, la vulnérabilité en force et la différence en levier de performance. Alors avec vous, on va découvrir très concrètement aujourd'hui comment rebondir, comment tout s'écroule, construire une confiance durable aussi, incarner une communication à impact et puis utiliser la diversité qui vous définit de fait comme moteur de performance collective. On a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. On va commencer. D'abord, quand je lisais votre ancien livre, quand je vous regarde dans les médias, quand je lis vos posts LinkedIn, il y a bien un moment où tout vous a semblé impossible, Virginie. Et à ce moment-là, vous avez dû trouver la force, justement, de transformer l'impossible en possible. Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous. La première anecdote qui m'est venue à l'esprit, c'est celle où je cherchais un stage pour valider mon diplôme d'avocat. Et je postule dans un grand cabinet anglo-saxon. J'arrive à obtenir un entretien et j'arrive à ce rendez-vous. L'entretien se passe super bien et je peux vraiment avoir toutes mes choses. D'accord. Sauf que, au moment où je quitte la pièce, un des 2 associés m'attrape par l'épaule et me dit « Mais mademoiselle, je ne comprends pas comment une personne comme vous peut prétendre exercer la profession d'avocat. » Mon Dieu. Et en fait, j'étais à 6 mois d'obtenir mon diplôme. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils sont en train de me dire que même si j'ai mon diplôme, derrière, la profession ne m'acceptera pas. Le gouffre devant l'horreur. Et en fait, à un moment donné, ça a été viscéral. Ça a fait ressortir toute la colère que j'avais accumulée toutes ces années d'études où rien n'était accessible, où personne ne croyait en moi, où on me mettait en permanence face à mon handicap, face à mon impossible, que c'est sorti tout seul. Je leur ai dit, mais en fait, si vous me dites une chose pareille, c'est que vous n'avez rien compris à la profession d'avocat. Justement, je suis là pour défendre les victimes de personnes comme vous, celles qui ne peuvent pas se défendre. Bah oui. Et je suis partie en claquant la porte. J'étais dégoûtée. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Et n'empêche que vous avez eu raison de vous battre, puisque vous êtes arrivé au poste que vous avez eu ensuite. Exactement. Vous avez votre diplôme. En plus, j'ai une carrière, je voudrais dire, absolument formidable. J'ai été responsable de service. Enfin, j'ai vraiment fait de très belles choses. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que visiblement, ils ont aimé ma réponse malgré tout. Et ils m'ont quand même proposé à table. Là, j'avoue que je n'ai pas compris. Ils ont vu que vous avez une force en vous, sans doute, pour vous battre, et ça leur a plu, sans doute. C'est ce qu'on demande certainement à un avocat. Exactement. Et puis surtout, je pense que ce jour-là, ça a réveillé en moi la guerrière. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'essayais quand même de rentrer dans le moule, de ne pas déroger, de cacher mon handicap le plus possible. Bien sûr. Pour que les choses se passent le mieux possible, gagner la confiance et tout ça. Et ce jour-là, j'en ai eu marre. Et ce jour-là, j'ai été moi-même. Et ça m'a fait un bien fou, en fait. Eh bien, justement, on va en parler, d'être soi-même. Parce qu'effectivement, je suis bien d'accord, ça fait un bien fou, Virginie. Vous avez traversé, dans le cadre de votre parcours, de votre métier, de votre carrière aussi, énormément d'obstacles. Vous en avez fait une force. C'est notamment l'un des thèmes phares de votre premier livre et de vos conférences. La résilience, c'est votre fil rouge. C'est un thème qui est énormément abordé maintenant en entreprise aussi, sans forcément qu'on sache vraiment ce que ça veut dire derrière. Parfois, la résilience, c'est un peu un mot valise. On met plein de choses dedans et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Vous, la résilience, vous connaissez. Vous avez reçu des centaines de non avant de recevoir des oui. Qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui, parce que vous êtes coach aussi, Tout à fait. à quelqu'un qui vit un refus, qui reçoit un non, comme vous avez reçu et vous nous l'avez raconté? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est quoi la première étape concrète pour se relever?
Alors déjà, accepter les émotions que ça génère. Parce que le gros problème d'avoir un non, d'avoir un refus, c'est que ça vient toucher des failles existentielles. Ouais. C'est la notion de valeur, c'est la notion de place dans la société, une place dans un écosystème ou dans un groupe, ou peu importe. C'est également tout cet aspect à quoi je sers, comment font les autres. J'ai l'impression de ne pas avoir le code, de ne pas avoir le profil, et donc ça vient vraiment chercher très très profond en général. Malheureusement, il est clair qu'à ce niveau, il est très important d'accepter ces émotions, parce que tant qu'on ne les accepte pas, on est de la rumination, on est de la colère, avec une énergie qui est utilisée à gérer ces émotions et ne pas à passer à l'action. C'est vrai. Donc, en fait, il faut se dire, OK, voilà la situation, voilà où je suis, mais quelles sont les cartes qui me restent? Quels sont les éléments sur lesquels il y a encore, entre guillemets, quelque chose sur lequel j'ai du pouvoir? Ça va être aussi quelles sont les personnes ressources que je peux aller chercher, parce que peut-être il me manque une compétence, peut-être il me manque un savoir-faire, une bonne pratique, peut-être des connes que je n'ai pas, peut-être que je ne suis pas face à la bonne personne, etc. Et parfois, on a besoin de recul d'une personne extérieure pour nous aider à éclaircir aussi la situation. Dans ces cas-là, il faut prendre Virginie comme coach. Par exemple, mais sincèrement, je n'accompagne pas cette partie-là, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Alors, quelles routines ou habitudes vous ont permis justement de garder le cap dans tous ces moments de doute que vous avez pu traverser? Alors, ma routine personnelle, c'est prendre soin de moi. Clairement, c'est la première chose à faire pour justement calmer toutes ces émotions négatives, pour justement s'autoriser à les vivre et les vivre pleinement, parce que quelque part, il y a un deuil à faire. Oui. Le deuil de ce rêve qui ne se réalise pas, le deuil de ces espoirs qui tombent à plat, et finalement, parfois, quelque chose qui nous rendait fiers, qui nous poussait vers là-bas, là, on se retrouve à l'arrêt. Donc, c'est vraiment la gestion de ces émotions, le deuil à faire. Moi, personnellement, c'est aller marcher dans la nature. Comme ça me permet de déconnecter de toutes mes pensées négatives et de me reconnecter très facilement au moment présent. La beauté de la nature, que je ressens sur la peau, sur que je vois, mes chiens qui m'accompagnent toujours et qui sont tellement heureux, tellement joyeux, que ça me fait sourire, même si j'ai envie de pleurer, j'ai envie de hurler, etc. Mais ça me fait bien plus. Ouais. Et puis la troisième chose, c'est rire. Rire parce que je me suis rendu compte que même quand on avait le rire du désespoir de la personne, en fait, qui rit d'elle-même pour ne pas pleurer, en fait, ça fait un petit peu tomber le tabou pour les autres. Et donc, ils se sentent autorisés à en parler avec nous. Donc, quelque part, c'est réacteur à l'IA. Parce que dès qu'une personne a mal, on ne sait pas comment l'aider, on ne sait pas comment. C'est vrai. Et donc, ça nous permet, nous, de prendre du recul, et aux autres, en fait, de se rapprocher de nous. Est-ce que la résilience, c'est rebondir ou est-ce que c'est se réinventer quelque part? Est-ce que c'est pas un peu des deux? Alors, pour moi, ce n'est rien de tout ça. Parce que pour moi, la résilience, c'est en fait avancer parce qu'on n'a pas le choix. C'est en fait se dire de toute façon, là, je n'ai plus rien à perdre. Et je mets de côté tout ce que je croyais sur la vie, sur ce que je croyais sur mes connaissances, mes compétences, sur le monde, peu importe. Là, je n'ai pas le choix. Donc, en fait, on va libérer le chakra, on va prendre ce qui passe pour continuer à avancer. Bien sûr. Donc, c'est ressentir en fait cet état d'urgence, on va dire, presque vital, et se remettre en action. Et c'est découvrir, au travers de ce chemin, un certain nombre de compétences, de choses des possibles qu'on ne connaissait pas, qu'on n'imaginait même pas.
Donc finalement, c'est cette ouverture intérieure de la douleur. Ouais, bien sûr. Mais qui est tellement belle et qu'on prend un petit peu de recul. Qui nous permet d'avancer, de grandir aussi, et d'en apprendre beaucoup plus sur nous. La résilience, souvent, parfois, elle mène à la confiance aussi. Confiance en soi, mais aussi dans les autres, dans ses proches, dans ses équipes aussi, quand on est manager ou leader. Et pour beaucoup de dirigeants, c'est pas simple, parce que le doute, lui, il est quotidien. Alors, au sujet justement de ces leviers de confiance, beaucoup de dirigeants doutent d'eux-mêmes, souvent en silence. Ils sont dirigeants, mais d'ailleurs, je parle des dirigeants, mais ça nous arrive à nous toutes les deux, j'imagine, de douter de nous, évidemment, et de celles et ceux sans doute qui nous regardent aussi. Alors justement, quel levier concret on peut conseiller justement à ceux qui nous regardent pour renforcer sa confiance au quotidien? Personnellement, j'ai un mantra qui m'aide énormément dans ces moments-là. C'est cette phrase qui dit « Derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus précieux trésors ». Donc, c'est le moment général où vraiment tout ce qui est rationnel ne me suffit pas à me rassurer, à prendre une décision. C'est vraiment écouter cette partie à côté de moi qui a envie d'y aller ou pas. Et quand elle a envie d'y aller, c'est pourquoi a-t-elle envie d'y aller, à quelle partie de moi elle répond. Bien sûr. Et généralement, on s'aperçoit que ça répond à cette partie aventure. Sortie de zone de confort, ça répond aussi à cette partie la plus vivante de nous-mêmes, qui est celle qui finalement ne lâchera jamais, qui est celle qui veut réaliser ses rêves, qui veut finalement transformer les choses. Vous avez fait de votre différence un véritable atout professionnel. Ta différence est ton histoire. C'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre. Comment on arrive à transformer justement une vulnérabilité, une différence en un atout notamment professionnel? Alors, il y a deux façons de faire. La première, c'est de bien comprendre que quand on a une vulnérabilité, on a tendance à avoir le verre à moitié vide. C'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas faire, tout ce qui nous rend différents des autres, tout ce qui est de l'ordre de la comparaison négative. Or, on ne regagne jamais le verre à moitié plein. C'est-à-dire tout ce qu'on a développé grâce à cette différence, à cette vulnérabilité apparente. Et c'est là où on a des trésors absolument extraordinaires. Le deuxième élément que je peux partager, c'est qu'une fois qu'on a fait cette première partie de l'exercice, la deuxième partie consiste à se dire « Ok, j'ai conscience de mes atouts, de mes talents, et à quel moment je peux les mettre au service du collectif. » C'est-à-dire à quel moment je peux ouvrir, entre guillemets, la connaissance de ma vulnérabilité. Bien sûr. Parce que ça va rendre service à une personne, ça va lui faire comprendre qu'elle aussi n'a peut-être pas encore découvert la première partie, c'est-à-dire le verre à moitié plein, en nous donnant comme exemple. Ça peut être aussi, troisième solution optionnelle, un levier de confiance. Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens connectent beaucoup plus par leur vulnérabilité, par leur peur, par leur difficulté à faire quelque chose, que par le côté je performe, je suis la meilleure, etc. Et en période de crise, la vulnérabilité est particulièrement appréciée parce qu'en fait, personne n'a la réponse, et on va la trouver ensemble. Alors justement, j'allais dire, dans une équipe, qu'elle soit sportive ou dans une entreprise par exemple, parce que je sais que vous intervenez beaucoup dans les entreprises, quels signaux montrent que la confiance, elle est bien installée? C'est très simple. C'est de l'ambiance de l'équipe. C'est aussi tout ce que le non-verbal des collaborateurs va exprimer. C'est-à-dire le sourire, la joie, le plaisir à partager, la créativité, la réactivité quand il y a une problématique, la liberté de parole. Tout ça. Sont des indicateurs extrêmement forts. Quelle pratique assez simple un manager ou n'importe qui dans sa vie peut mettre en place demain pour justement
développer cette confiance collective? Est-ce que vous avez vu... Alors, la qualité que le manager doit développer, c'est l'écoute, la vraie. C'est-à-dire celle qui écoute pour écouter et pas pour répondre. Ouais. Très difficile. Et très différent. Ouais. Oui. Et c'est celle qui écoute avec cet objectif aussi de voir en quoi chaque personne différente peut apporter à la fois au projet, à la fois à l'équipe et à la fois à l'entreprise. Donc ça veut dire en fait avoir une double écoute. L'écoute premier niveau et l'écoute en fait fine de ce que la personne va dire au moment de l'échange et puis tout qu'on va observer finalement dans les propos, dans la façon de s'exprimer, etc., en dehors de cet échange-là. Et c'est l'addition qui va faire qu'on va avoir une écoute complète. Bien sûr. Alors, votre accent, que vous pensiez être un handicap, est devenu votre signature. Complètement. Quelque part. Votre fierté aussi, de ce que je comprends. Ça dit tout du pouvoir de la communication qu'on dit incarner. Vous incarnez qui vous êtes, vous incarnez votre différence. Vous allez me dire, je n'ai pas le choix. Et en effet, mais vous auriez pu faire le choix, au contraire, de le mettre de côté, de le cacher. Vous en avez fait votre signature. Vous avez donc pensé au départ, quand vous avez commencé votre carrière, et vous m'en avez parlé tout à l'heure, que cet accent serait un frein à votre carrière, à votre vie. Comment on peut aider les auditeurs à assumer leur singularité dans leur communication? On parle beaucoup en ce moment de communication incarnée, que quand on communique sur les réseaux sociaux, il faut qu'on incarne ce qu'on met en avant. Comment on fait ça? C'est une excellente question. Parce que pour moi, la vraie incarnation, c'est l'incarnation de notre entièreté, à la fois de notre puissance et à la fois de notre vulnérabilité. Donc ça veut dire accepter parfois l'imperfection quand on est perfectionniste, comme moi par exemple. Oui. C'est accepter que justement c'est aussi ça qui fait notre charme. C'est aussi ça qui va faire que les gens vont s'identifier à nous. Donc il y a énormément de gens qui me disent « Maman, il y a un accent aussi ». Et au fait, que je vois que toi, tu prends ta place, tu prends la parole, que tu es écouté, que tu fais même de la télévision, que tu donnes des conférences à l'international, que tu es dans la communauté de direction, etc. En fait, c'est possible. Ouais. Et moi, personnellement, les personnes qui m'ont aidé dans mon chemin, quand j'étais une illustre connue, étaient toutes les personnes justement qui avaient des failles et qui, malgré les failles, réussissaient et se sortaient. Qui m'intéressait, je n'étais pas qu'elle réussisse, qui m'intéressait, c'est comment elle réussit-elle tout ce processus d'acceptation de sa différence et comment je la transforme en un levier qui me rend unique. Bien sûr, bien sûr. Tout ça, ça fait évidemment un lien avec la communication orale aussi. Absolument. Vous avez remporté un super grand et très connu concours de prise de parole en public, le finaliste du Grand Oral sur France 2 il y a quelques années. Vos conseils pour prendre la parole en public, justement, avec impact, même quand on pense ne pas avoir la bonne voix ou la voix juste, ou justement quand on est différent, avoir la bonne posture et parler avec impact. C'est pas toujours évident. Ah, pas du tout. On n'est pas tous extravertis, on n'est pas... Vous parlez à une ancienne introvertie qui maintenant passe sa vie sur les plateaux télé. Donc, comment on fait ça Alors, monsieur Créma est très simple. Je me suis formée. Et je me suis formée avec le meilleur. C'est-à-dire que j'ai eu une professeure de conférence qui elle-même avait eu la certification internationale. Et à l'époque, c'était la seule conférencière en France à avoir cette certification. Donc, j'ai eu la meilleure comme professeure. Et puis, c'est vrai que le fait qu'elle me dise « Non mais Virginie, tu as pleinement ta place, prends-la ». Forcément, il y avait confiance en elle. Bien sûr. Et donc, je pense que dans la prise de parole, c'est de la pratique, c'est de l'ajustement,
c'est accepter de se planter, accepter d'avoir des retours négatifs, si ce sont des retours qui peuvent nous faire progresser. Bien sûr. C'est voir parmi toutes les propositions lesquelles nous paraissent pertinentes et lesquelles on va balayer. Parce qu'il y a eu plein de personnes qui me disent bon, on va peut-être améliorer un petit peu ta voix, ta prononciation. Mais non. Il fait 20 heures d'orthophonie 3 fois par semaine. Bien sûr. Il fait 90% du travail. À vous de faire les 10% qui manquent. Bien sûr. J'accepte aussi que certaines personnes dans le public puissent ne pas me comprendre. Et en fait, ça qui était ma plus grande peur. Et je me suis aperçue qu'effectivement, les 5 premières minutes pouvaient être un petit peu déstabilisantes, un peu dérangeantes pour certaines personnes, mais l'oreille a cette magie de s'adapter. Et donc, au bout de 5 minutes, peut avoir 2000 personnes qui sont complètement transportées et qui vont me suivre avec plaisir pendant une heure. Donc, c'est aussi, en fait, accepter de se confronter à nos plus grandes peurs et voir réellement si ce sont des peurs ou si effectivement c'est la réalité. Et souvent, on s'aperçoit qu'en fait, nos peurs sont complètement inventées, sont complètement fantasmées. Bien sûr. Et ça fait tellement bien de s'apercevoir qu'on n'a pas toujours raison. Je suis bien d'accord. Alors, malgré tout, est-ce que vous avez un rituel de préparation avant vos prises de parole, des petits conseils, tips que vous pourriez donner à nos auditeurs et téléspectateurs? Alors, j'ai un super exercice qui m'avait été donné par cette professeure, justement, de référence. Elle me disait, en fait, il faut que tu te sautes chez toi, sur scène. Donc, j'avais le fameux exercice de l'arbre. C'est-à-dire, je me mets au milieu de la scène, bien ancré dans le sol. J'imagine que je fais pousser des racines, en fait, en dessous des pieds, qui se font de plus en plus profondément. Je fais la même chose avec des branches qui partent dans le ciel. Je fais la même chose vers l'avant, vers l'arrière. Et en fait, à la fin de cet exercice, je dois me sentir tellement ancré, enraciné, que je ne peux plus bouger de scène. Si on me pousse, j'aurais te planter sur scène. Et cet exercice-là est très simple. Mais je me suis toujours sortie chez moi après. De ça, je vais prendre un exercice. Le deuxième exercice, c'est la cohérence cardiaque. C'est-à-dire, on fait 5 respirations et 5 expirations. Enfin, non, je me reprends mal. On fait, en fait, une expiration en comptant 5 secondes. D'accord. Et une expiration en comptant 5 secondes. Donc, en fait, on fait ça 5 fois. Et du coup, ça nous détend énormément si on est stressé, si on a une respiration un peu saccadée, si on a l'impression d'avoir tout oublié, etc. Ça nous remet au moment présent. Donc ça, c'est génial comme exercice. Et puis le troisième, c'est un exercice pour finalement avoir confiance en fait en termes de posture physique. Donc je fais justement la superwoman. Donc je prends en fait les 2 pleurs que je mets sur la hanche, je me regarde dans la glace et je me dis je suis la meilleure, je vais y arriver, je vais cartonner. C'est totalement superficiel, mais ça fait beaucoup de bien et ça marche. Elle m'éclate. J'adore. Alors justement, est-ce qu'on peut donner, parce que vous donnez, je ne sais pas combien, des centaines de conférences par an en France et à l'international, est-ce que vous pouvez donner un exemple où votre communication, que vous dites vous-même être loin d'être parfaite, malgré tout, a pourtant profondément marqué un auditoire? Votre manager qui est là me dirait, mais elle a tout le temps marqué profondément son auditoire, et il aurait raison, mais est-ce qu'il y a un moment où vous-même, vous avez été touché par l'engouement, par l'émotion qui s'est ressentie dans la salle? Ah, mais c'est à chaque fois, en fait. Parce que, justement, à la fois, je fais partie des conférenciers motivationnels en France, mais très motivationnels, donc forcément, il passe des choses en termes d'énergie, etc. Et à la fois, il y a une conférence qui fait passer le public dans un ascenseur émotionnel à plusieurs reprises finalement, pas de mes interventions, qui fait que il y a un public en fait qui vibre à l'unisson, respire ensemble, rit, pleure ensemble, qui fait que à la fin de mes interventions, quand les gens viennent me parler,
c'est un petit peu comme s'ils me dévoilaient leur âme, leur histoire personnelle, comme si nous étions amis, presque, tellement on a vécu de choses fortes ensemble. Donc, je pense que c'est la connexion. C'est l'amour qu'on peut ressentir là vis-à-vis de l'autre, c'est le lien, c'est la connexion, c'est tout ça. Mais c'est pour ça que j'aime ce métier. Eh ben oui, c'est ce que j'allais dire. J'imagine qu'il y a forcément des raisons derrière ça et que l'émotion, et puis ce qu'on ressent, ce qu'on partage avec les gens qu'on rencontre aussi dans ces moments-là. Et puis toi, tu le sais, tu es également conférencière. Oui, oui, mais c'est vrai qu'on raconte tous des histoires différentes et différemment. Moi, ce qui m'a toujours effectivement beaucoup touchée, c'est ce lien avec le public et voir à quel point ça peut résonner. Ah bah oui. Devant des gens qui ont 60 ans, comme des jeunes qui en ont 15, qui ont des histoires et des parcours de vie très différents, en effet. Et puis, ce sont des autorisations ou des cloches. Ça, on ne sera pas tout à fait de la puissance. C'est clair. Des mots qu'on peut utiliser très spontanément. Tout à fait. Mais c'est pour ça, vraiment, que vous avez envie de générosité, de partage, mais ne vous retenez pas, s'il vous plaît. Ouais. Parce que vous êtes peut-être le rôle modèle de quelqu'un qui en a besoin là, maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Non, vraiment, c'est important. Alors, vous défendez aussi l'idée, Virginie, que la diversité est un moteur de performance. C'est maintenant également prouvé par de nombreuses études, pas seulement américaines, mais un peu partout dans le monde. Et cette idée, bien qu'elle soit initialement américaine, très anglo-saxonne en tout cas, arrive de plus en plus en France, notamment dans les entreprises. Ça n'est pas une case à cocher, mais une véritable source d'innovation et de créativité. C'est ce que vous dites aussi à propos de la diversité en entreprise notamment. Concrètement, comment aujourd'hui un directeur, manager, le patron d'une des boîtes du CAC 40 peut la valoriser, cette diversité? Est-ce que c'est encore un combat? C'est un combat parce que les entreprises ne comprennent pas comment aller chercher la performance grâce à la diversité. En réalité, une grande partie des entreprises ont besoin de la diversité parce que ça fait partie des obligations légales, parce qu'elles aimeraient en fait que leur entreprise représente aussi la société civile, mais pour autant ne savent pas créer le cadre qui permet de libérer justement la puissance de la diversité. Ma clé personnelle, c'est justement de créer ce cadre. Et quand ce cadre-là est créé, on se rend compte que ça permet de développer la créativité, les facultés d'adaptation, les regards différents. Parce qu'évidemment, face à une même problématique, selon notre problématique personnelle, on ne va pas du tout avoir le même regard. Certains vont trouver ça normal, juste évident, très facile, et d'autres vont dire non mais c'est juste impossible. Et donc, c'est là où l'entreprise se rend compte que sans se rendre compte, elle se prive de parts de marché. Alors que les solutions sont sous leurs yeux. Simplement, les collaborateurs le savaient, mais ne pas plus partager leur expérience et ne pas plus partager les leviers pour débloquer les freins. Donc, c'est un problème de culture, c'est un problème de formation dans les entreprises? C'est un problème de confiance en l'être humain. C'est un problème de regard sur la différence. On a tendance, en fait, aujourd'hui, à créer des hiérarchies. Donc, il y a certaines catégories, certains profils qui sont supérieurs aux autres. Et moi qui ai eu la chance de naviguer dans des univers très différents, des univers où je côtoie les sociétés du CAC 40, le commerce, et des univers où je suis plutôt sur le terrain, dans les chantiers, etc. Je vois bien que, en fait, les personnes qui m'apprennent le plus ne sont pas forcément celles qui ont le plus gros cerveau ou les meilleures études. Pour moi, ce que j'apprends le plus, c'est ceux qui sont au contact de la réalité du terrain, avec on est sur de l'opérationnel. L'intelligence, on va dire, de connaissance, est une super intelligence. Simplement, on a tendance à faire des généralités. L'intelligence opérationnelle, c'est une intelligence qui sait rebondir quand la généralité ne fonctionne plus. Et de ça, on se prive
quand on ne laisse pas sa place à la diversité. Bien sûr. Sacré sujet, parce que c'est encore plus profond, encore plus important, quelque part, qu'un sujet culturel ou un mais sujet de complètement. formation. En fait, ça n'a rien à voir avec le culturel. Ça, c'est qu'on essaye de nous faire croire. On essaye, au fait, de nous diviser en nous comparant, en disant oui, mais pas la même langue, oui, mais pas la même chose de la vie, oui, mais. Non, en fait, ce n'est pas oui, mais, c'est oui et. Ouais. Parce qu'effectivement, pas la même culture, pas la même chose de la vie, pas le même diplôme, mais justement, comment faut-il pour y arriver quand même? Ouais. Et comment pourrait-il permettre à des personnes justement comme eux d'y accéder aussi? C'est hyper intéressant parce que récemment, dans les médias, il y avait un article où une dirigeante anonyme disait... étonnamment, j'ai un sujet parce que j'ai mis en place une politique de diversité dans mon entreprise, mais en interne, on me dit qu'elle est plus subie qu'épanouie. Oui. Mais en fait, c'est exactement ce que vous nous dites. Ça n'est pas un sujet ni de formation, ni de communication, bien sûr, ni autre. C'est un sujet de confiance et presque de relation entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Exactement, parce que va bien que nous sommes tous fondamentalement différents. Ouais. Et nous avons été construits justement sur le modèle du Fordisme. On essaye au fait de faire rentrer tout le monde dans un certain process pour faire fonctionner une entreprise. Ouais. Or, aujourd'hui, à l'époque de l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'en fait, c'est ça qui nous robotise. Et qu'on ressort de plus en plus, c'est le côté humain. Ouais. C'est le côté adapte-toi à moi, s'il te plaît. Prends-moi comme je suis et réponds à mes besoins à moi. Donc aujourd'hui, on est dans une vraie volonté de singularisation. Et si on continue avec le modèle actuel, ouais. on n'y arrivera pas. Ouais. On perdra nos clients. Donc en fait, c'est pour ça que la diversité va de pair avec l'évolution de notre époque. Tout à fait. Et les personnes qui veulent y arriver, pour les personnes qu'il nous faut déjà naturellement, de leur vie personnelle, de leur vie familiale, de leur vie associative, et qui se disent, en entreprise, on va rentrer dans le moule. C'est triste. C'est triste et en même temps, nous avons le mot que nous méritons. Peut-être. Est-ce que le fait d'être entrepreneur, ce que tu es aujourd'hui, a en ce sens changé ta vie? C'est-à-dire que aurais-tu pu faire une carrière dans un grand groupe ou dans un cabinet d'avocats? Alors, cabinet d'avocats, je pense, grand groupe, si on me permettait de continuer à ouvrir des pains blanches, oui. Si on me faisait rentrer dans des procès, non. Et comme je suis à mon compte, je fais exactement ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux. En fait, je m'aperçois que j'ai pu développer et surtout assumer dans le temps des façons de faire différentes qui aujourd'hui inspirent les autres. Ils me disent, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire comme ça. Et typiquement, ça m'a permis, par exemple, de démontrer aux personnes qui vieillissent et qui perdent l'audition, que même en n'ayant plus du tout d'audition, on peut continuer à être totalement autonome avec le téléphone, la réunion, la télévision, etc. Donc, vieillissement n'est pas forcément synonyme de perte d'autonomie, contrairement à qu'on pense. Tout à fait. Typiquement, le handicap, c'est exactement ça. C'est, OK, on a des choses sur moi, on a une santé qui est moindre et tout ça. En revanche, on peut garder la même qu'on n'arrive pas à la prononcer. Garder la même autonomie. Parce que nous, on a compris comment faire. Donc, plutôt que de continuer à souffrir tout seul de votre coin, venez nous demander. Ne nous considérez pas comme des inférieurs. Vous passez à côté de quelque chose qui va changer votre vie. Non, mais c'est vrai que quand on n'a pas, en tout cas, ce handicap ou cette différence, ça peut être difficile d'aller vers l'autre parce qu'on ne veut pas lui faire porter encore plus son handicap ou sa différence. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Et donc, ça peut être délicat, alors qu'en fait, il y a énormément aussi de richesse quand, en tout cas, l'autre porte, comme vous le portez, votre différence, et la partage ses points de vue et ses idées, et ce qu'il y en a de beau à tirer aussi. Là, ça change tout.
Alors, il y a plusieurs choses que je peux partager aussi. C'est que quand on a un handicap, on perd un petit peu tout ce qu'on pensait être évident, acquis, naturel. C'est-à-dire avoir tous nos membres qui fonctionnent, tous nos sens qui fonctionnent, etc. On n'imagine pas de vivre ça. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit que si c'est possible. Tout le côté adaptation du corps humain, adaptation du cerveau, on continue à fabriquer des neurones, contrairement à ce que tout le monde a dit pendant des années. Nous, ça fait très longtemps qu'on sait que non, en fait, on a des capacités d'adaptation hallucinantes. Oui. Il y a tout le côté, quand on a vécu un effondrement, on se reconstruit bien sûr, mais on devient plus solide aussi. C'est-à-dire qu'on relativise plein de choses, mais surtout, on sait que quoi qu'il nous arrive, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà vécu, en fait, on va gérer, mais sans aucun problème. Donc, ça rend aussi des gens beaucoup plus solides, beaucoup plus empathiques aussi. Oui. Parce qu'on se rend compte qu'il faut la traverser, cette période difficile. Et les gens qui nous ont aidés, c'est ceux qui nous ont tendu la main au moment où nous, on en est vraiment mal. Bien sûr. Donc, on devient ces personnes qui tendent les mains pour les autres. Donc, finalement, ça ouvre, en fait, tellement de richesses, de choses géniales à partager dans un monde où finalement on a peur de l'avenir. Ça, je suis bien d'accord. Vous êtes justement la preuve de l'optimisme, c'est ce que vous incarnez, en tout cas c'est ce que je trouve. Moi, vous êtes la preuve vivante qu'on peut transformer un stigmate en un super pourvoi avec Wonder Woman. Vous dites souvent aussi que la vulnérabilité, quelque part, c'est une force. C'est une forme de force, en tout cas. Alors, je voudrais voir avec vous comment on peut libérer l'imagination et casser nos clichés. Beaucoup de personnes, par exemple, s'autocensurent parce qu'elles pensent ne pas être faites pour ce qu'elles devraient faire. Quelqu'un qui rêve d'entrepreneuriat, un jeune ou moins jeune, quelqu'un qui rêve de faire tel ou tel métier, de devenir conférencier, de prendre la parole en public. Comment on peut les aider à libérer leur imagination ? Il en faut de l'imagination pour écrire un livre, par exemple, même si c'est votre histoire, même si il faut à la fois du courage, il faut bien sûr de la résilience, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est énormément de boulot. Oui, n'est-ce pas Philippine? Je confirme. Et donc, comment on arrive à libérer cette imagination dans un quotidien, on l'a dit, qui est souvent difficile, bien complet? Je pense qu'une partie de la réponse serait de nous reconnecter à cette part de force en nous. Parce que l'enfant, lui, n'a pas de limite, il rêve. Et puis, il se dit, voilà, tout est possible. Là, me fauteuil, c'est un vaisseau spatial, c'est ta carotte. C'est se reconnecter à cette partie de nous, en fait, qui est pleine d'envie, pleine d'élan, etc. Et voir où ça nous amène. Oui. S'apercevoir que régulièrement, on a quand même un peu le même rêve qui revient. Et arrêter de le taire. Arrêter de le cacher, arrêter de se dire non mais ce n'est pas possible, etc. Et surtout se rappeler que derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus précieux trésors. J'allais dire nos plus grandes forces, mais c'est surtout nos plus précieux trésors, exactement. Parce que justement, j'allais vous dire, derrière nos plus grandes vulnérabilités aussi, se cache une force, vous en avez parlé tout à l'heure, mais vous combattez justement cette idée que la vulnérabilité, elle est une faiblesse. Alors, la vulnérabilité est une faiblesse quand on a honte. Quand on a honte. Se cache. Quand on se suradapte. En fait, quand on utilise une grande partie de notre énergie à nous cacher, à nous minimiser, ça, c'est une faiblesse. D'accord. À partir du moment où on s'est réconcilié avec cette vulnérabilité, on se dit, ah oui, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Oui, j'ai été agressée. Oui, j'ai eu un parent défaillant. Oui, j'ai fait de la prison. Oui, j'ai un handicap. Oui, ceci, cela. À partir du moment où c'est pleinement assumé et qu'on le ressent, à un moment où ça peut aider quelqu'un, ça devient une force. Parce que dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la direction, de l'entrepreneuriat, même aussi, la vulnérabilité reste encore très mal vécue. Il y a un homme qui a tout bouleversé ces dernières années, c'est Olivier Goy, dont vous avez peut-être entendu parler avec la maladie de Charcot et que vous connaissez, voilà, moi aussi. Et c'est vrai que quand on a écouté son interview
sur Génération Do It Yourself, où il annonce le diagnostic de sa maladie, et quand on voit son combat derrière, son film, etc., on se dit, mais le mec, il a fait justement de ce qui est devenu sa vulnérabilité une sacrée force, jusqu'à faire lever des foules dans le monde entier. Et puis, jusqu'à mettre des gens sur la scène de la pierre, lever 1 million par an. Complètement dingue. On va dans des t-shirts, on peut faire des gens sur les réseaux sociaux. Cette année, c'était le sien, c'était l'exercice du je reste immobile pendant 1 minute pour que vous vous rendiez compte de à quoi se ressemble la maladie toute la journée. Bien sûr. Mais j'adore cette créativité parce qu'effectivement, il arrive à faire rire, il arrive à nous faire passer des bons moments, il arrive en même temps à nous faire prendre conscience, mais sans aucune culpabilité. C'est vrai. En fait, il a tout beau sur tous les plans. C'est vrai. Et pourtant, quand je prends Olivier comme exemple, effectivement, au-delà de l'exemple humain qu'il est et de leader, c'est d'assumer sa vulnérabilité. Ah oui. Et dans son film, on voit un passage où il parle, il va faire le tour de ses équipes, et il dit, bon, bah voilà ce qui m'arrive, mais voilà ce qui va changer aussi dans le management, dans les équipes, et voilà ce qui ne va pas changer. Et quelque part, cette question de vulnérabilité, on en parle peut-être un petit peu plus ces dernières années, avec certains grands patrons qui annoncent leur cancer, qui annoncent des maladies. Arthur Sadoun. Tout à fait. Et en même temps, bah, ça reste un vrai sujet. Oui, parce que les gens ne savent pas comment parler. Et en fait, si j'ai une clé, c'est extrêmement simple. En fait, il faut dire, voilà ce qui m'arrive, et j'avance avec ça. Ouais. Et voilà comment je fais. Parce qu'on n'est pas dans la plate, on n'est pas dans j'attends quelque chose de vous, on n'est pas dans le misérabilisme, dans la victimisation, on est dans le virtuel. Voilà ce qui m'arrive. Et j'avance avec ça. Et la vie continue. La vie continue. Voilà. Exactement. Et on va faire avec. C'est ça. Ensemble. J'arrive avec mes bagages. Et mes bagages, vous les aimez, vous ne les aimez pas, ce sont mes bagages. Voilà, ils sont là. On arrive à la fin, malheureusement, de cet entretien, Virginie. Il pourrait durer des heures. J'aimerais bien. On va louer ce studio un peu plus longtemps, je vous propose. Non, il me reste 2 questions à vous poser, si vous le voulez bien. Quel est pour vous le vrai rôle d'un leader aujourd'hui, justement? Si vous deviez le définir en une phrase ou en une compétence, un mot. Ah, mais pour moi, un vrai leader libère. Ça, c'est super fort. Si nos auditeurs ne devaient, 2e question, retenir qu'une seule action pour transformer un obstacle, comme vous en avez vécu, en tremplin, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Transformer ça en aventure collective. C'est un jeu, en fait. Oui. Ils avaient raison quand ils disaient Mais que oui, la vie était parce une que, fête. de toute façon, le cercle là déjà. L'obstacle est là, le nœud est là. Donc on va aller chercher le oui ensemble. Elle m'éclate, mesdames et messieurs. Merci infiniment, Virginie, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir. Je suis sûre que cette conversation va inspirer à la fois toutes celles et ceux qui vont nous écouter, jeunes et moins jeunes aussi. Et puis, on a bien compris que la résilience, c'est pas seulement rebondir aussi, c'est tout un tas d'autres choses que vous présentez très bien dans cette masterclass, mais aussi très bien dans ce livre que je vous invite bien sûr à découvrir, qui est sorti il y a quelques jours à l'heure où on enregistre cet épisode. Merci infiniment, Virginie. Merci, Philippine.